On a parlé beaucoup ce matin de la façon de capter de manière illégale nos données, mais il y a une façon très légale de capter les données, c'est de mettre les entreprises sous enquête. Ce qui est intéressant, c'est de voir le continuum dans la menace entre des choses très légales et des choses très illégales. Au sein de l'État, on a souvent l'habitude de mettre des catégories légales, illégales. En guerre économique, il faut complètement changer les lunettes et basculer vers un autre type de réponse. La Chine aujourd'hui va devenir la première puissance mondiale sur le plan économique. Donc la Chine est en train d'occuper une place, y compris sur le plan éducatif, qui va être déterminante. Électoralistes, les Allemands ont poussé pour les énergies vertes. On voit le fiasco actuel que cela entraîne. Le problème, c'est que maintenant, ils vont dans le mur en klaxonnant et ils souhaitent qu'on aille tous dans le mur en klaxonnant. Un levier ultra puissant que la France a, je dis que les pays européens ont, c'est le levier de protection du marché intérieur européen, en fait. Bonjour à tous. Alors j'ai encore un grand plaisir, une année, une nouvelle année, de pouvoir modérer une table ronde au Risque Summit. Je partagerai cette table ronde avec 3 invités. Alors Christian Arbulot, vous êtes le directeur de l'école de guerre économique et aussi le directeur du centre de recherche 451. Ouais, on aura l'occasion d'y revenir par la suite. Geoffrey Stelensté-Urbain, vous êtes le patron du CICE. Hein. Vous aurez aussi on aura aussi l'occasion d'y revenir et de définir ce que c'est et ce que fait le CICE. Et puis Frédéric Pierucci, vous êtes le fondateur et le président de la société de conseil Icarian. Vous êtes aussi un ancien haut cadre d'Alstom. On pourra en discuter aussi durant notre table ronde. Et vous êtes aussi l'auteur du livre Le piège américain. Alors, lorsque nous parlons d'ingérence étrangère, nous parlons d'un mot un peu qu'on n'utilise pas souvent, qui s'appelle d'immixtion d'un État dans un autre, d'un État dans les affaires intérieures d'un autre État. Ces ingérences se caractérisent le plus souvent par leur hostilité, mais également ces ingérences concernent l'atteinte aux intérêts fondamentaux d'une nation. Et ce danger peut se matérialiser au travers de diverses stratégies, qu'elles soient directes ou indirectes, d'acteurs en tout genre, mais aussi de modes opératoires qui sont aussi pluriels. On pense notamment déjà aux manœuvres de déstabilisation du patrimoine économique et scientifique et technique. On pense aussi au recrutement d'une partie des élites d'un pays, on y reviendra. On pense également aux manœuvres d'influence et de confrontation informationnelle. On pense aussi aux attaques cyber, mais aussi plus largement, et nous y reviendrons avec vous, Frédéric, aux politiques aux politiques numériques d'un pays. Et puis enfin, et aussi, ça va être notre première question, on parle aussi de l'utilisation du droit comme une arme. Alors, première question qui est pour vous aujourd'hui. Depuis la découverte de l'impact de l'extraterritorialité du droit américain sur nos entreprises, avec l'affaire Alstom notamment, qu'est-ce qui a changé en France d'un point de vue des lois pour nous en prémunir? Frédéric, vous voulez commencer? Merci beaucoup. Déjà pour redonner un peu un chiffre, on a parlé beaucoup ce matin de la façon de capter de manière illégale nos données, mais il y a une façon très légale de capter les données, c'est de mettre les entreprises sous enquête et de demander à ce que les entreprises donnent volontairement toutes leurs données à des États étrangers. Donc là, il y a quand même un État qui est passé maître dans l'art de faire ce genre de manœuvre. Alors on a beaucoup regardé à l'Est, moi je vais vous inviter à regarder à l'Ouest. Alors on a un petit torticolis en général en France sur ces sujets-là, mais essayez quand même de regarder un petit peu à l'Ouest. 15 milliards de dollars de payés au Trésor américain pour enfreindre différentes lois extraterritoriales américaines par les entreprises françaises, dont 20% du CAC 40 sont passés par les fourches codines des applications et des lois extraterritoriales. Alors c'est tout un panel de lois, hein, il y en a plein, et tous les ans, en gros, les États-Unis nous en inventent une nouvelle.
La dernière en date, ça a été l'affaire Lafarge. Je ne sais pas si vous avez vu ça, 700 millions de dollars payés au Trésor américain pour financement du terrorisme en Syrie. On pourrait revenir sur cette affaire-là. Et l'idée est toujours la même, c'est-à-dire on va cibler une entreprise, on va lui coller une loi, alors ça peut être sur la corruption, ça peut être sur les sanctions, les embargos, les enfreintes au contrôle des exportations, financement du terrorisme, etc. Et on va les obliger à coopérer avec la justice américaine, qui est une justice transactionnelle, c'est-à-dire que vous n'allez jamais au procès. Pour éviter de payer des amendes colossales, vous devez transiger, transactionner avec la justice, et donc dans ce cas-là, ouvrir toutes vos portes et donner toutes vos données aux autorités américaines. Alors heureusement, on a le CIC qui fait un peu de blocage sur ce transfert des données. On a mis en place certains systèmes en France pour éviter cette fuite de données, mais en gros, pendant 5 à 6 ans, vous êtes avec des cabinets d'avocats en général américains ou travaillant pour des comptes américains qui sont chez vous et qui ont toutes les portes ouvertes. Donc il y a eu pas mal de réactions. Donc suite à l'affaire Alstom, quand même, pour être très bref, on a fait du défensif. Donc on a fait le bouclier qui s'appelle la loi Sapin 2, en tout cas sur la partie anticorruption, qui permet de traiter en France les cas des entreprises françaises afin qu'elles ne soient pas ponctionnées et que l'argent des amendes reste en France et que les données des enquêtes internes restent en France. Mais voilà, ce n'est que du défensif. Il y a eu de beaux succès avec l'affaire Airbus, l'affaire Société Générale, etc., l'affaire Bolloré. Mais il y a d'autres failles qui arrivent, notamment, comme je vous l'ai dit précédemment, sur d'autres lois, sur le financement du terrorisme et droits de l'homme, atteinte aux droits de l'homme, etc. Voilà, mais je pense que vous allez parler un peu plus de la loi Sapin 2 ou ce sujet-là. Sapin 2 ou pas d'ailleurs. Merci. Non, mais effectivement, c'est pour confirmer que dans le paysage de la menace économique étrangère, il y a effectivement ces procédures juridiques qui ne sont pas toujours utilisées à des fins tout à fait bienveillantes. Alors, ce n'est pas non plus massif, mais on observe dans 7% des cas que le vecteur utilisé de la menace étrangère, c'est une procédure d'enquête. Ça peut être dans des domaines très variés, des enquêtes pénales, des enquêtes civiles. Ça peut être des autorités judiciaires ou des autorités administratives étrangères. Certains pays comme les États-Unis où ce sont des autorités de poursuite qui ne sont pas forcément des juges. Donc ça, c'est une partie de la menace qu'on traite. Nous aussi, on est le service de Bercy qui est un peu, on va dire, immergé dans les souterrains de la mondialisation, on va dire. Et donc on s'occupe de toute cette espèce de zone grise qui mélange ingérence, influence étrangère, tentative de déstabilisation, mais aussi des choses qui peuvent paraître complètement légitimes et légales en fait dans les rapports de force économique entre nations. Donc on est dans cette espèce de grand magma. Dans ce magma, il y a quand même, je peux quand même vous communiquer des statistiques, des chiffres qui permettent de donner des repères. En 2020, on a commencé avec notre plateforme de réception d'alertes de menaces économiques étrangères. On avait traité en 2020 353 alertes. Et l'an dernier, en 2023, on a atteint pratiquement 1000 alertes. Alors, faut pas en dériver comme ça une conclusion qui est la menace économique étrangère augmente de manière générale. Ça, je ne sais pas vous le dire avec certitude. Par contre, ce qui est certain, c'est que la menace économique étrangère qui est répertoriée par l'État à travers la plateforme du CIC, elle a pratiquement triplé en l'espace de 4 ans seulement. Sur ces 968 pour être exact, alertes qu'on a traitées l'an dernier, il y en a 48% qui étaient des alertes qui relevaient de rachats d'entreprises stratégiques. Donc la partie capitalistique, ou de prise de contrôle par des opérations capitalistiques. Ça, c'est 48%. Et 39% des alertes qu'on a traitées concernent de la propriété intellectuelle, captation légale ou illégale d'ailleurs, et des données sensibles d'entreprises, dont certaines peuvent attenter aussi à la souveraineté de l'État. Donc là, vous avez 2 grands blocs, le capital, la propriété intellectuelle et la data sensible, qui font à peu près 90% de la menace. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu les secteurs aussi. Je pense que si on faisait un sondage ici pour savoir quel est le secteur le plus touché, c'est pas forcément la réponse très intuitive qui collerait aux statistiques, mais c'est la santé et les biotech, avec 16% des alertes totales que l'on traite. Ensuite, avec 15% vient le secteur des transports. On a ensuite à 14% le numérique et l'électronique de manière générale.
à la fois sur du logiciel, hein, sur du soft, et puis sur du hardware, les semi-conducteurs, etc. Et on a tout un nouveau secteur qui a émergé assez fortement ces dernières années, qui est le secteur, en gros, enseignement supérieur et recherche, qui est un secteur qui, en France, est extrêmement ciblé, par certains pays en particulier, pas forcément ceux qu'a mentionné Frédéric Pierucci. Et ce qu'on observe depuis quelques années, c'est une remontée des écosystèmes, certains pays qui s'intéressent non seulement aux boîtes industrielles de la France et de l'Europe, mais aussi au haut des écosystèmes d'innovation, c'est-à-dire les chercheurs dans les universités, les unités mixtes de recherche, etc. Donc nous, ce qu'on a fait au CICE, qui est une approche un peu originale par rapport à d'autres pays, notamment occidentaux, c'est qu'on a essayé d'avoir une vision extrêmement large du panel de menaces économiques étrangères, en touchant à la fois le monde de la recherche, enfin en gros de la recherche aux start-up et aux boîtes du CAC 40, donc un espèce de continuum. C'est comme ça qu'on aborde les choses. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les vecteurs. Je termine là-dessus, si tu m'y autorises, Charlotte. Donc, les vecteurs utilisés, c'est dans la moitié des cas, c'est du capitalistique. Donc, on achète le capital d'une entreprise, soit en entier, soit en partie, pour s'en arroger le contrôle. Dans à peu près un quart des cas, c'est le vecteur humain qui est utilisé. Alors, le vecteur humain qui peut être utilisé pour de l'espionnage, le vecteur humain qui est utilisé dans le cadre d'opérations de débauchage que subissent énormément nos entreprises. Je suis sûr que vous êtes confrontés à ce type de situation, pas évidente à gérer. Et aussi le vecteur humain qui est utilisé pour s'introduire dans des sites protégés au mépris de la loi et au mépris de dispositifs de protection. Donc l'humain ne doit pas être négligé dans cette affaire. Voilà. Et puis on a les procédures juridiques à 7%, et aussi on a le vecteur cyber. Et nous, ce que l'on recense, c'est les cyberattaques sur des entreprises stratégiques pour la nation, lorsqu'elles ont un impact extrêmement fort, notamment économique, sur la cible. Et ce que l'on regarde aussi, c'est les rachats d'entreprises cyber françaises par des intérêts étrangers, que l'on comptabilise aussi. Donc le message, c'est en gros que ça augmente. En tous les cas, tout ce qu'on voit augmente. Je pense que c'est indissociable de notre capacité de vision qui a beaucoup augmenté ces dernières années. On est très bien alimenté par les services de renseignement notamment, mais pas uniquement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le continuum dans la menace entre des choses très légales et des choses très illégales. Et donc c'est un prisme en guerre économique. C'est un renversement complet du prisme. Au sein de l'État, on a souvent l'habitude de mettre des catégories légales, illégales. Comme ça, on est tranquille. C'est facile à gérer, c'est cartésien, voilà. En guerre économique, il faut complètement changer les lunettes et basculer vers un autre type de réponse. Et comment l'État protège-t-il nos intérêts économiques ? Déjà par tout ce mécanisme de monitoring, en fait on met sous veille ou sous surveillance, le terme est un peu fort, surveillance, mais on veille sur des entreprises stratégiques, il y a une liste, sur des technologies critiques, on a une liste, et sur des laboratoires sensibles pour la souveraineté économique. Tout ça est listé, donc en fait on ne fait pas les choses au hasard et on ne perd pas de temps à chaque fois à se demander si est-ce que c'est stratégique ou pas. On a ces listes qui sont vivantes. Et ensuite, quand on a identifié une menace, notre objectif de performance, c'est une riposte pour une menace. Et donc le CICE, c'est la tour de contrôle et de coordination de cette réponse. On a 3 principaux outils de réponse. Je mets de côté le dialogue informel qu'on peut avoir avec certains investisseurs étrangers, où on leur dit non, tu ne vas pas là-dessus. Et ça marche dans pas mal de cas. C'est assez étonnant, mais certains nous remercient même en mode vous m'avez économisé des millions d'euros de due diligence, merci. Bah écoutez, de rien, ça arrange tout le monde. Et puis on a 2 outils réglementaires. Frédéric Pierucci a mentionné la loi de blocage qui permet en fait au CICE de filtrer des demandes de communication d'informations faites par des autorités étrangères à des boîtes françaises. C'était un mécanisme totalement anecdotique il y a 4-5 ans, et on est passé maintenant à peu près une centaine de saisines du guichet unique CICE sur 2 ans. On a le contrôle des investissements étrangers en France, qui est la face un peu émergée de l'iceberg, les décisions qui ont été prises par le ministre de l'économie récemment sur des rachats d'entreprises emblématiques. Et puis, on a un instrument de financement qui s'appelle le fonds French Tech Souveraineté, qui permet à l'État, aux côtés de co-investisseurs privés, donc de participer à des tours de table d'entreprises technologiques qui cherchent des fonds et qui, s'il n'y avait pas l'État pour catalyser la recherche de financement privé français ou européen, se tournerait probablement vers des intérêts, vers du capital étranger. Donc ce fonds était doté initialement de 650 millions d'euros pour des petits tickets en général en 2020, et il a un bon track record avec pas mal d'opérations. Donc c'est un fonds défensif, mais qui nous permet de nous doter d'un véhicule financier dans le cadre de notre politique de souveraineté. Merci Geoffrey. On parlait au tout début de l'extraterritorialité. Est-ce qu'il y a d'autres puissances
qui utilisent l'extraterritorialité de leurs droits. Ah oui, que les Américains. C'est pas l'apanage de nos amis. Enfin, je désigne Frédéric, mais des amis évoqués par Frédéric. L'avantage énorme de la guerre économique, c'est qu'en fait, enfin l'avantage, c'est la caractéristique marquante de la guerre économique, c'est que le prisme habituel ami-ennemi, etc., vole en éclats. La carte de la guerre économique n'a rien à voir avec la carte des alliances militaires et géostratégiques. Je ne peux pas le dire de manière plus explicite. Et donc, tout à fait, les autres grandes puissances sont très actives dans le domaine du droit, pas forcément avec une volonté systématique et délibérée d'infliger des pertes par le droit, mais simplement parce que leur sphère économique d'influence, Chine, États-Unis, Russie, leur sphère économique d'influence est telle que lorsque ces pays édictent des normes, ces normes vont s'appliquer par nature dans un espace qui est plus large que leur État. D'où le fait que des entreprises européennes soient très souvent et de plus en plus souvent coincées entre la réglementation contre l'export chinoise et la réglementation contre l'export américaine, avec des mesures unilatérales dans les deux sens. Voilà. Il y a un problème de micro peut-être? Non, tu as des exemples? Eh ben super. Ah oui, j'ai des exemples, ouais. J'en ai 1000 par an. On a combien de temps? Tu peux me donner je vous donne des exemples de menaces hybrides en quelque sorte, parce que l'hybridité est une caractéristique de cette guerre économique. Un exemple, une entreprise française qui voit ses financements coupés auprès d'une banque américaine et qui se retrouve dans les 48 heures qui suivent avec une offre de rachat par l'entreprise américaine concurrente. Bon, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est une start-up française qui cherche à lever des fonds et qui, du jour au lendemain, fait face à un contentieux aux États-Unis. Contentieux qui la scotche pendant 2-3 ans, pendant laquelle, évidemment, les investisseurs ne veulent pas entrer au capital parce qu'il y a une espèce d'énorme épée de Damoclès. Combien va être l'amende, etc. Et à l'occasion de ces enquêtes, et Frédéric Pierucci l'a mentionné, des demandes d'informations parfois qui n'ont absolument rien à voir avec l'objet du litige, genre passe-moi le code source de ta technologie, bon, d'accord, aucun rapport, mais voilà. Donc là, c'est utile pour une entreprise, surtout quand elle est petite, de pouvoir aller voir l'État pour que l'État s'interpose et fasse du G2G, du government to government, en disant vous ne pouvez pas demander n'importe quoi à cette entreprise, les intérêts de la nation sont en jeu. Et après, un autre exemple, vous avez des acteurs étrangers qui combinent de manière assez efficace des leviers d'influence en France, des leviers d'ingérence avec du débauchage de chercheurs, des leviers financiers avec plusieurs millions d'euros proposés à certains laboratoires français pour financer leurs recherches, et des leviers capitalistiques avec du rachat de start-up. Donc, ce qui est difficile pour l'appareil d'État français traditionnellement, c'est de se mettre au niveau de la menace en termes d'intensité et de se mettre au niveau de la menace en termes de plasticité. Ce n'est pas une menace qui rentre dans des cases habituelles. Donc tout ce qu'on a fait ces 5 dernières années au CICE à Bercy, avec l'ensemble des ministères, c'était mettre au niveau la réponse de l'État sur le volet protection. Merci Geoffrey. Frédéric, peut-être un mot sur cette question? Vous voulez que je la repose? Non, mais juste pour citer un autre exemple, je reviens à l'affaire Alstom. Alstom racheté par General Electric, ensuite General Electric menace EDF d'arrêter de fournir des pièces de rechange pour nos centrales nucléaires. Résultat, menace de mettre le pays dans le noir s'il n'arrive pas à renégocier des contrats. Donc parfois ça peut vous toucher vous aussi. Maintenant, c'est vrai que il y a quand même une asymétrie des poursuites. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont des moyens de faire appliquer leurs lois, et il y a des pays qui ont des lois extraterritoriales mais qui n'ont pas les moyens de les appliquer. Et il y a des pays qui tentent de faire des lois extraterritoriales mais pour l'instant ne le font pas. La Chine pour l'instant ne fait pas vraiment de lois extraterritoriales. Elle fait plutôt des lois de défense, de contre-sanctions, un peu comme nous. Pour l'instant il n'y a pas encore eu d'entreprise française sanctionnée par l'État chinois pour enfreindre une loi extraterritoriale chinoise. Alors qu'il n'y a pas encore eu d'entreprise française sanctionnée par des lois russes pour enfreindre des lois extraterritoriales russes. L'immense majorité des attaques ont été quand même du côté américain. C'est 15 milliards de dollars. Donc il faut mettre aussi le curseur au bon endroit. Donc évidemment, je suis tout à fait d'accord avec Geoffrey, la partie des alliances militaires, etc., n'a rien à voir avec la partie des alliances économiques. Les deux grands acteurs qui ont le plus d'influence en France et qui essaient de déstabiliser de plus en plus d'entreprises françaises sont 1, les Américains, 2, les Allemands, nos chers voisins allemands, notamment sur la partie énergie, et bien évidemment, derrière, on a tout un tas d'autres pays qu'on cite
beaucoup plus souvent dans les médias. Mais il ne faut pas se tromper non plus d'ennemis sur ces sujets-là. Le projet PRISM, c'était quand même pas les Chinois qui l'ont mis en place, d'accord. L'espionnage massif des infrastructures françaises, la mise sous écoute du président de la République, c'est pas les Chinois qui ont été pris la main dans le sac quand même. Donc il faut rappeler un peu ça, parce qu'on est un peu amnésique sur ces sujets-là. Donc le problème, c'est que demain, effectivement, les pays réagissent. Alors la France a réagi plutôt en défensif, des pays réagissent plutôt en offensif. Les Chinois de demain feront de l'offensif, il ne faut pas se voiler la face. Et donc nous, Européens, notamment entreprises européennes, nous allons être coincés dans des conflits de loi. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus appeler son avocat ou voir demander à son directeur juridique quelle est la bonne façon de faire. Parce que vous allez toujours avoir une réponse qui va être je ne sais pas, parce qu'en fait ces lois sont contradictoires sur le transfert de données, sur les sanctions, sur les embargos, sur l'export-contrôle, etc. On va être pris en étau entre les lois américaines, les lois chinoises, les lois anglaises, notamment, etc. Et donc on va dans un monde d'insécurité juridique. Et donc là, il va falloir trouver d'autres façons de travailler, et il va y avoir de plus en plus d'avoir recours à l'État, justement, de faire des négociations en J2J, de gouvernement à gouvernement, pour essayer d'arrêter les attaques potentielles contre les entreprises françaises. Merci Frédéric. Un mot peut-être, Christian, sur un exemple chinois. Oui, je voulais rebondir sur ce que Geoffrey a dit par rapport au monde universitaire. Là, en revanche, les Chinois, c'est intéressant de les suivre. Alors pourquoi ? Parce que il y a un enjeu qu'il faut bien cerner dans tout ça, c'est qu'il y a l'espionnage, il y a l'ingérence au sens dur du terme, mais il y a aussi la manière d'occuper le terrain et de rendre l'autre dépendant de soi-même. Et là, les Chinois ont mené une offensive qui est, je trouve, très intéressante à suivre, parce que c'est pas une offensive sur cet aspect-là, qui se fait par des billets d'agences de renseignement, mais qui se fait plutôt par des structures de relais universitaires. On suit à l'EGE depuis un certain temps l'Académie des sciences sociales de Pékin, qui, à l'origine, était vraiment le noyau durci de la réflexion au sein du Parti communiste chinois par rapport au monde occidental. Et la composition de cette Académie des sciences sociales de Pékin, c'est des gens qui avaient notamment fait leurs études aux États-Unis et qui étaient revenus en Chine, donc qui avaient la double culture en fait. À l'heure actuelle, la Chine développe un réseau de démultiplication de cette académie qui prend contact avec un certain nombre d'interlocuteurs universitaires en Europe, mais aussi en France. L'objectif de cette prise de contact, c'est pas forcément l'espionnage, c'est même pas du tout, je pense, l'espionnage dans la plupart des cas, c'est surtout de dire la Chine aujourd'hui va devenir la première puissance mondiale sur le plan économique. Donc la Chine est en train d'occuper une place, y compris sur le plan éducatif, qui va être déterminante, et le tamponnage, comme diraient certains dans leur milieu, il s'exerce sur un point excessivement précis qui est de dire il va falloir nous prendre en compte parce que nous-mêmes, nous allons produire de la connaissance qui aura au moins une valeur égale, voire parfois supérieure à ce que d'autres, et notamment le monde occidental, produit. Alors pourquoi c'est un problème et pourquoi je place ça sur le plan de l'ingérence ? C'est parce qu'il y a une orchestration. C'est-à-dire ce n'est pas un intellectuel chinois ou un universitaire qui, de par ses travaux, va au contact pour, comme le font n'importe quel personnel du même acabit de différents pays, dans les échanges académiques, comme on dit. Non, là, il y a vraiment une orchestration assez subtile, et on peut dire que les Chinois imitent d'une certaine manière ce que les Japonais ont fait dans des temps plus reculés, il y a une trentaine d'années, où ils payaient très cher la venue sur leur sol d'un certain nombre d'étrangers du monde académique pour leur faire des conférences, des choses comme ça. Alors les Chinois l'ont fait après, ça. Mais on est à l'étape supérieure, c'est-à-dire que maintenant les Chinois disent très clairement, il va falloir compter avec nous, il va falloir compter aussi avec notre connaissance, et
quand je parle d'orchestration, c'est quand même que le message principal, c'est que ceux à qui il s'adresse sont systématiquement quand même mis en situation de faiblesse. C'est-à-dire, il y a la Chine, et puis à côté, un chercheur français, un laboratoire français, c'est face à la Chine. C'est pas simplement face à un chercheur chinois et un laboratoire. Et nous, on est très, très attentifs sur ces questions-là. Pourquoi ? Parce que c'est vrai pour les Chinois, mais c'est vrai aussi pour les Russes. Les Russes arrivent aussi, contrairement à ce qu'on croit, sur des terrains qui ne sont pas simplement l'espionnage. Je prends un sujet auquel nous sommes confrontés. Un sujet que les Russes affectionnent en ce moment, c'est de développer un raisonnement sourcé, documenté sur l'efficacité des sanctions économiques, efficacité entre guillemets. Et cet appareil de démonstration, on vous en donnera une image puisqu'on va organiser en novembre au Sénat un colloque sur la guerre économique. C'est le premier au niveau international de cet acabit. Et volontairement, on va faire venir des gens qui ne se parlent pas beaucoup, voire qui sont totalement opposés. Et vous verrez, je pense, qu'il y a un intervenant russe, le discours qu'il va tenir, et il faut l'écouter attentivement parce que ça ne sera pas forcément le discours langue de bois habituel. Et pour qu'on puisse faire de la pédagogie après sur ces questions-là, il faut qu'on montre entre guillemets, les preuves cognitives et que les gens puissent justement juger sur pièce. Merci Christian. On parlait des pays frontaliers, des pays amis, des pays très proches de nous tout à l'heure, et on parlait notamment du cas de l'Allemagne. Je sais que l'école de guerre économique a relevé Oui, c'est pour vous Christian. Que l'école de guerre économique a relevé dans deux de ses rapports que l'Allemagne s'était ingérée dans les affaires énergétiques françaises via le financement d'ONG anti-nucléaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter là-dessus ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, ce qu'on peut raconter là-dessus, c'est qu'en fait, un système de formation peut être en appui d'un système de surveillance globale de l'État sur un point quand même qui est très précis, c'est qu'est-ce qu'on a fait très modestement ? On a créé une grille de lecture. C'est-à-dire, on a demandé à des étudiants de travailler sur pourquoi l'Allemagne en est-elle arrivée là ? Et l'objectif, c'était pas de créer un brûlot contre l'Allemagne, etc. Non, c'était d'essayer de comprendre comment un pays qui est quand même un partenaire très important au niveau de l'Europe et de la France en particulier, pourquoi un pays comme ça avait bâti une véritable stratégie qui finalement nous a très fortement pénalisés sur un de nos secteurs industriels qui est l'industrie nucléaire. Et cette reconstitution-là, elle me semble fortement nécessaire pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, en toile de fond, qu'est-ce que c'est que le pilotage de l'Allemagne en termes de puissance économique, puisque l'Allemagne se veut une puissance économique. Dans les médias, on la qualifie parfois, enfin en tout cas avant ce qui est en train de se passer, comme la première puissance économique d'Europe. Mais puissance, ça veut dire quelque chose. C'est pas simplement le résultat de l'activité de ses propres entreprises. Et là, ça veut dire comment s'exprime une puissance sur le plan défensif ou offensif. Et par exemple, on a mené déjà pas mal de temps à l'EGE des travaux pour identifier comment les Allemands, par exemple, sur la question de la distribution d'électricité, donc on est déjà sur le terrain de l'énergie, masquaient leur politique protectionniste en passant par les Länder, alors que le gouvernement fédéral allemand affichait une politique délibérément européenne et qui n'était pas protectionniste. Donc on était déjà sur les traces de ce que j'appelle l'identification d'un double langage. Qu'est-ce qu'un double langage et comment il se stratifie? Et là, encore une fois, la formation mais aussi la recherche, qui peut être en appui, j'insiste, démonstratif, c'est le rôle qu'on a joué. C'est-à-dire de recomposer toutes les pièces du puzzle, y compris pour essayer de comprendre comment le mouvement anti-nucléaire allemand, au départ très fortement influencé par les services de renseignement de l'Est à l'époque de la guerre froide, rappelez-vous la question des SS-20, des euromissiles, etc. Ce cheminement qui aboutit à la création d'un mouvement vers qu'il est
antinucléaire sur une partie de son activité, et comment tout ça tamponne les partis politiques traditionnels, les partis conservateurs, qu'on arrive là à des négociations, des ententes électorales qui aboutissent à des décisions politiques qui orientent fortement la politique énergétique d'un pays comme l'Allemagne, puisque, comme vous le savez, l'Allemagne a abandonné la filière nucléaire. Donc je pense que ces différentes pièces de puzzle, il fallait les réunir. On l'a fait au sein d'un dossier qui s'appelle JATAC, qui est téléchargeable sur le site de l'EGE et qui est gratuit. Et la volonté était démonstrative. Après, sur le deuxième rapport dont vous avez parlé, et je m'arrête à cela, on a essayé d'aller plus loin pour savoir comment deux fondations allemandes, alors pourquoi deux fondations allemandes? Parce qu'en Allemagne, l'État fédéral donne des sommes d'argent conséquentes chaque année aux fondations. Ça n'existe pas en France. On n'a pas le même système. Ça veut dire que la fondation du Parti des Verts et la fondation du Parti der Linke, de l'extrême gauche, utilisent cet argent pas simplement pour leur propre fonctionnement politique. Et en traçant l'activité de ces deux fondations, on a vu qu'elles avaient une activité en France de contact, de dialogue, mais aussi d'échange, en allant plus loin, de création de connaissances, j'en reviens toujours au même problème, avec à côté du financement vers des milieux écologistes, vers des partis écologistes français qui étaient anti-nucléaires. Donc la question qui se pose à ce niveau-là, qui est, je pense, une question importante, c'est la dimension de l'ingérence étrangère. Elle peut être aussi très soft, elle peut être aussi très diluée dans des processus de production de connaissances, de discussion, de réseautage, de dialogue en termes d'expertise. Et nous, en tout cas pour ce qui est d'école de guerre économique, notre travail expérimental, mais aussi pour notre centre de recherche, c'est de regarder dans cette direction-là et d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Merci Christian. Frédéric, peut-être un mot là-dessus. Bon, Christian l'a très bien expliqué, mais le gros sujet, c'était l'avantage compétitif que donnait le nucléaire à l'industrie française. Le nucléaire permettait à l'industrie française d'avoir des coûts à peu près de moitié moindres que du coût de l'électricité en Allemagne. Donc, ce qui n'était absolument pas acceptable par les Allemands, et qui ont essayé depuis 20 ans d'attaquer EDF, d'attaquer le monopole d'EDF, et ça a été notamment des actions à Bruxelles pour créer une fausse concurrence sur le marché français de l'électricité et pour essayer de torpiller le nucléaire, ce qu'ils ont réussi à faire, parce qu'on a quand même arrêté Fessenheim, on a arrêté Astrid, là on essaye de relancer un programme nucléaire, mais après 20 ans d'avoir tiré à boulet rouge sur le nucléaire en France. Donc pour des raisons électoralistes que tu as très bien expliquées, les Allemands ont poussé pour les énergies vertes. On voit le fiasco actuel que cela entraîne. Le problème, c'est que maintenant, ils vont dans le mur en klaxonnant et ils souhaitent qu'on aille tous dans le mur en klaxonnant, parce que c'est la seule façon pour eux de continuer, de se mettre, qu'on soit sur le même pied d'égalité en termes de compétitivité des prix. Donc le seul avantage vraiment des industries françaises, c'était vraiment le coût de l'électricité. Maintenant, avec l'annexation sur le prix du gaz et sur la dernière centrale à gaz rentrant sur le marché qui fixe le prix de l'électricité au niveau européen, on a une décorrélation complète entre le coût de production, qui restait le même en France, hein, le coût de production n'a pas augmenté à cause de la guerre en Ukraine, etc., et le prix de marché. Et donc, intervention de l'État, qui nous a coûté encore plus de 10 milliards l'année dernière côté EDF, ce sont des sommes colossales. Donc, l'influence qu'ont eu les Allemands dans la politique énergétique française a eu des conséquences dramatiques pour toute l'industrie française au complet. Comment l'État est-il armé pour faire face à ça? Sur ce sujet en particulier ou non, de façon plus globale, en général, en général. L'État il a toutes ses politiques publiques qui normalement doivent lui permettre de répondre dans les différents registres en fait. Et c'est ça qui est intéressant sur ingérence étrangère et de manière générale plus souveraineté économique. C'est que l'enjeu que ça pose au fonctionnement de l'État, c'est un enjeu de désilotage massif, c'est-à-dire d'avoir une vision stratégique globale
Souveraineté économique, c'est à la fois le défensif, c'est-à-dire comment on protège tout ce qu'on a évoqué, nos actifs stratégiques, et comment est-ce qu'on reconstitue du tissu économique et du tissu industriel. Il y a une notion capacitaire, on a bien vu que c'était un sujet avec le Covid, etc. Et il y a une notion défensive. Et donc, pour parvenir à cette synthèse, qui est une synthèse de sécurité au sens défensif et de capacitaire au sens économique du terme, il faut arriver à jouer sur différents leviers. Et on voit bien qu'il y a certains leviers qui ne sont pas strictement au niveau français. Un levier ultra puissant que la France a, je dis que les pays européens ont, c'est le levier de protection du marché intérieur européen, en fait, qui est en train d'être utilisé de manière un petit peu plus, on va dire, défensive ou offensive, je ne sais pas, depuis quelques années. Donc ça, c'est quand même un levier extrêmement fort parce que ça permet de poser des exigences très fortes à l'entrée sur le marché intérieur européen et de l'utiliser quelque part comme un levier stratégique que les autres puissances font. Elles ne bradent pas l'accès à leur marché intérieur. Je parle des États-Unis, je parle de la Chine, je parle de la Russie. C'est un levier stratégique majeur pour l'Europe. Ça, c'est un truc qui échappe au niveau français, qui est au niveau européen. Un autre exemple, c'est la politique de la concurrence. La réglementation des aides d'État, comment est-ce que vous réglementez ou vous encadrez en fait les fusions au niveau européen. Donc sur tout ça, en fait, on sent que l'échelon européen est de plus en plus important et ça implique aussi au niveau européen de décloisonner et de mettre dans un même pot quelque part la politique de financement de la recherche, la politique de la concurrence, la politique commerciale, etc., etc. Donc c'est un vrai changement de paradigme en fait en termes même administratifs. J'entends. Après, tu parles beaucoup de l'échelon européen, mais là, on parle aussi de l'Allemagne. L'Allemagne fait partie de l'échelon européen. Alors, aussi. Je sais bien. Oui, merci. Voilà. Alors, pardon, ça me fait penser, oui, tu as raison. Mais en fait, il y a un sujet d'influence normative, évidemment, extrêmement fort à Bruxelles. Alors, la France joue complètement sa part dans l'influence normative. Allez demander aux autres États membres, allemands, italiens, polonais, tchèques, etc., si les Français ne sont pas assertifs au niveau européen. Sur le sujet du nucléaire, vous l'avez souligné, la France est allée défendre becs et ongles le nucléaire dans les débats sur la taxonomie européenne, pour savoir si le nucléaire était éligible au financement du NZIA, notamment l'IRA européenne. Donc en fait, on joue complètement notre part dans cette guerre, c'est fort parce qu'on met guerre à toutes les sauces, mais dans cette espèce de d'échiquier de l'influence qui voit chaque État défendre au maximum ses intérêts à Bruxelles. Donc, et l'Allemagne joue sa partition, la France joue sa partition, tout le monde joue sa partition. Ce qui n'est pas évident dans tout ça, c'est quel est l'intérêt européen, économique européen commun. C'est ça. Exactement. Et ça, c'est la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un intérêt économique européen commun qui est supérieur à la somme des intérêts économiques des 27 États membres, bien perçus par eux-mêmes. Et ça, c'est la suite de l'histoire au niveau européen. Combien de temps ça prendra pour arriver à cette notion-là? C'est pas évident, hein, parce qu'on a construit l'Europe à l'envers par rapport à ça, jusqu'à présent. La question de souveraineté était reléguée au 18e rang, même pas mentionné dans les traités, 18e rang. La Commission a fait la police de la souveraineté pendant 30-40 ans. Maintenant, elle est en train de se dire... en regardant sa montre aussi, pardon, mais tu as raison, l'Europe est en train de se dire, mais en fait, les sujets de souveraineté, moi j'ai des leviers et j'ai mon rôle à jouer. Donc on est dans cette phase de bascule de l'histoire politique européenne, qui prendra encore du temps, mais qui s'est amorcée. Question, un mot sur ce sujet? Oui, c'est un sujet très compliqué. Je prends un exemple pour l'illustrer. J'étais dans les locaux de l'Agence spatiale européenne la semaine dernière, qui est une structure d'avenir, mais qui est coincée en fait entre ce que Geoffrey vient de dire, c'est-à-dire les États ont leurs prérogatives. Pourtant, la France est un acteur important de l'ESA, mais la France ne veut pas tout donner pour des raisons de souveraineté nationale. Bon. Et de l'autre côté, il y a l'Union européenne qui cherche à avoir une démarche sur le spatial sans forcément piloter l'ESA. Donc là, on a trois acteurs avec des enjeux énormes derrière, parce qu'il y a les enjeux stratégiques de la data sur l'espace, il y a les problèmes militaires qui apparaissent dans l'innovation technologique spatiale, et le problème, c'est qu'il faut bien arriver à une unité stratégique. Et comment la créer, cette unité stratégique, entre des tensions tout à fait compréhensibles au niveau des souverainetés nationales, une Union européenne qui balbutie un peu, et en revanche, un bilan d'une agence spatiale européenne qui a quand même une grosse expérience et un positionnement mondial à prendre. Donc,
il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir avancer progressivement. Ça ne va pas être simple. Et en plus, on va prendre des coups derrière tout ça, puisque en étant plus ou moins dans l'expectative d'une solution, du côté chinois, il n'y a pas le problème, du côté russe, il n'y a pas le problème, du côté américain, on est en train de résoudre le problème entre la NASA et d'autres structures privées. Donc c'est très compliqué. Merci Christian. J'aimerais juste terminer sur un sujet, parce que je vois, on me fait signe qu'il me reste que quelques minutes avant les questions. Il y a un sujet que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est le numérique et la souveraineté du numérique et des données, l'or noir. Enfin, Frédéric. Alors, la guerre de la captation des données, effectivement, se fait par le numérique. Là encore, je vais revenir à ce qu'on appelle la lawfare, d'accord, et notamment au Cloud Act. Le Cloud Act américain qui, en gros, a légalisé le projet PRISM des Américains en donnant un blanc-seing aux entreprises américaines qui travaillaient avec la NSA pour capter les données des entreprises européennes. Il faut relire un peu ce qui a été publié à l'époque en 2012. Donc, qu'ont fait les Américains pour protéger leurs entreprises qui travaillaient main dans la main avec la NSA et qui étaient de manière complètement illégale en Europe pour fonctionner les données des Européens et des entreprises européennes. Est-ce que vous avez vu une seule plainte en Europe contre les entreprises qui ont travaillé main dans la main avec la NSA pour capter toutes les données des Européens et des entreprises européennes? Zéro plainte. Zéro plainte en France, zéro plainte en Europe. Donc, on n'a pas réagi à cette captation massive de données. Imaginez si nous avions fait la même chose aux États-Unis. Si OVH avait commencé à ponctionner toutes les données des entreprises américaines, à les transférer en Europe pour des raisons de guerre économique. Je pense qu'OVH aurait été banni à vie du marché américain et il y aurait eu des procès à tirer l'arigot. En Europe, on n'a rien fait. Donc, parce qu'au niveau européen, c'est difficile d'avoir un consensus sur ces sujets-là. Donc, qu'ont fait les Américains? Ils ont légalisé ça. Ils ont dit, OK, maintenant, on va donner un blanc-seing aux entreprises. On va créer le Cloud Act qui permet aux entreprises américaines de transférer à la NSA, sous couvert de la FISA et de l'article 702 de la FISA, de transférer les données en cas d'enquête. Donc maintenant, comment réagissons-nous en France à ça? On a une réponse quand même qui a été balbutiante pendant très longtemps. On a parlé de créer des clouds de confiance, je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, je ne sais pas si vous faites confiance à des gens qui vous ont volé dès le lendemain. Moi, j'ai du mal. Mais donc, j'espère qu'on va arriver à quelque chose d'un peu plus sérieux que ces clouds de confiance, avec des vrais clouds, des vrais clouds souverains et des vrais piliers qui permettent aux entreprises françaises de se protéger. On ne peut pas attendre une réaction européenne. Il faudrait réagir au niveau français. Ce qui a toujours bien marché en France, c'est qu'on a pris notre destin en main. On a eu l'affaire Alstom, on a créé la loi Sympa 2, ça a protégé les entreprises françaises de l'extraterritorialité. On a la loi de blocage, elle ne marchait pas bien depuis 1968. Le CICE, on l'a créé, ça commence à marcher. Si on attend à chaque fois une réponse européenne sur ces sujets-là, vous aurez le temps de mourir 15 fois avant d'avoir une réponse européenne. Donc il faut d'abord créer une réponse française à ça. Donc là, j'espère que ça va bouger un petit peu sur ces sujets-là. Ce que je vois, c'est qu'on a beaucoup plus de mal sur la partie numérique à avoir une vraie réponse. Donc, comme il n'y a pas de réponse pour l'instant vraiment au niveau étatique, c'est à chacun d'entre vous, entreprise, de prendre votre destinée en main. Et de se dire, par exemple, mes données stratégiques, je ne vais peut-être pas les mettre sur Azure, je ne vais peut-être pas les mettre sur AWS, je vais essayer d'abord de les trouver dans mon SI, et ensuite je vais les sanctuariser chez Dassault, chez OneDrive, etc., enfin chez des acteurs vraiment souvent. Mais c'est à vous à faire cette démarche-là, parce que pour l'instant, il n'y a personne qui va le faire pour vous, quoi. Voilà, donc je pense que c'est un des vrais sujets pour toutes les entreprises. J'en suis persuadée également. Juste avant de prendre une question. Il nous reste 5 minutes, je ne vais pas faire les pères fouettards, mais voilà, on a la prochaine table ronde qui commence à 12h10, donc vous pouvez conclure, on peut prendre une question. Voilà, on va faire il reste 5 minutes. Merci beaucoup, 5 minutes, merci. Juste avant, peut-être, tu veux rebondir dessus, Geoffrey? Ouais, sur le numérique, alors j'ai pas le même avis sur le fait que l'État ne fait rien, mais c'est pas ce que tu as dit d'ailleurs. Voilà, donc on est d'accord.
Non, pour être très franc sur ce sujet-là, en fait, c'est un sujet qui n'est pas simple parce qu'il faut à la fois protéger et développer un écosystème qui est capable d'offrir des solutions, notamment d'hébergement et de stockage de données, qui soient aussi compétitifs que des opérateurs qui les ont développés en commençant il y a 30 ans et qui ont une position commerciale, financière, technologique dominante. Donc, ce qui n'est pas simple, c'est de desserrer l'étau tout en structurant l'offre. Et c'est un sujet qu'on a dans plein de filières tech, en fait, les sujets sur le cloud, sur l'intelligence artificielle, sur le quantique, etc., à des niveaux très hétérogènes de dépendance. On a plus de chances d'arriver à une souveraineté sur le quantique aujourd'hui parce que c'est bref, c'est en cours, in process, voilà, enfin, ou work in progress, voilà. Sur le cloud, c'est beaucoup plus compliqué parce que le stockage et l'hébergement de données sont déjà largement assurés aux 2/3 par des opérateurs étrangers. Donc c'est toujours cette histoire de souveraineté qui marche sur ces deux jambes, la protection et puis l'offre française et européenne de confiance. Voilà. Merci Geoffrey. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Voilà, une question express si vous en avez, et puis après on pourrait toujours reprendre les autres questions à l'extérieur de la salle juste après si c'est une question. Levez-vous. Voilà, je vais vous amener le micro. Voici. Bonjour. Comment vous voyez les offres françaises évoluer à court moyen terme quand clairement en termes de fiabilité et scalabilité, les offres n'existent pas? On voit ça avec la décision du HDH d'aller vers Azure et mettre les données de santé chez Azure. Et aussi la messagerie sécurisée du gouvernement Olvid, elle est sur AWS. Merci. C'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'on progresse dans plein de domaines. On a réussi de manière horizontale, grâce au soutien, la French Tech, etc., dont vous êtes en bonne partie les représentants, à stimuler la création de start-up, etc. Donc on a des écosystèmes qui sont très larges. L'enjeu maintenant, c'est de faire des écosystèmes profonds sur des verticales avec des acteurs qui montent en puissance au plan capitalistique et autres. Et c'est là qu'est est un goulet d'étranglement assez important qu'on essaie de lever au sein de l'État. C'est comment arriver à financer la montée en gamme de cet écosystème tech dans toutes ces verticales, IA, blockchain, etc., cyber, avec des capitaux français et européens. Et ça, honnêtement, c'est un combat de tous les jours. Parce qu'on se rend compte bien souvent que nos entreprises n'ont parfois pas d'autre choix que de se tourner vers des capitaux européens pour financer leur développement, à des stades très très amont et a fortiori à des stades très très aval où les tickets de financement commencent à être très gros. Donc il reste ce sujet massif de marché de capitaux en Europe qui doit pouvoir se déverser plus largement sur la tech. Et sans ça, c'est sûr qu'à long terme, on ne pourra pas avoir de souveraineté complète parce qu'il faut être capable de se reposer sur nos propres solutions pour ne pas être dépendant des autres. Voilà, mais ça progresse, on peut le voir comme ça. In the making, en bon français. Peut-être juste pour compléter. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de solution française. Il y a plein de solutions françaises sur plein de sujets. Vous en êtes la preuve dans la salle. Et moi, tous les jours, je vois des acteurs français qui ont plein de solutions. Pourquoi est-ce qu'on fait encore des comex en utilisant sur Zoom ou etc. Il y a plein d'alternatives françaises, private discuss, etc. sur ces sujets-là. Donc, il y a des solutions françaises. Donc, pour revenir sur le Data Hub, moi, quelqu'un qui écrit un appel d'offres où il n'y a qu'un soumissionnaire, dans le privé, il serait viré. D'accord ? C'est clair. Donc pourquoi est-ce qu'on écrit un appel d'offres où il n'y a qu'un seul soumissionnaire possible? Dans ce cas-là, on abaisse un peu les critères de l'appel d'offres pour que ce soit un vrai appel d'offres. Et même si c'est dégradé, il vaut mieux prendre peut-être des solutions dégradées mais qui sont souveraines plutôt que la meilleure solution, sachant que nos données vont partir de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a le gros sujet là-dessus, c'est la commande publique. Les GAFA n'ont pas été créés dans un garage. Les GAFA ont été créés parce qu'il y a eu la commande publique américaine du Department of Defense, etc. Tant qu'en France, on n'oriente pas de manière très claire la commande publique vers les acteurs français pour rattraper le gap technologique que nous avons avec les Américains, on va rester vassal des GAFA. Donc c'est une volonté politique. Alors on va me dire, ok, la Commission européenne, etc. Mais les Allemands arrivent très bien à contourner ça, comme tu l'as expliqué. Tout le monde arrive à contourner ça. Tout le monde arrive à créer ces vrais acteurs. Et si l'Europe et la France n'est pas capable de créer ces vrais acteurs dans le numérique, on va rester ce qu'on est. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir.
Frédéric Pierucci, Christian Herbulot, Geoffrey Célestin Urbain et puis Charlotte Boschlik pour l'animation et la modération de cette table ronde. Merci à vous.